Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Les dernières annonces du surveillant principal de la République vous ont laissé pantois. Vous n'êtes pas seul. Le Conseil national de transition est là pour répondre aux questions qui sont les vôtres, également à vous informer. Et tout ça en allant sur notre site www.conseilnational.fr. Nous vous souhaitons la bienvenue dans La France libre, notre émission. Bienvenue Bruno, bienvenue Philippe. Tout de suite l'information. Bonsoir à tous. Eh bien, dans ce jour du 14 juillet 2021, c'est-à-dire 232 ans après le 14 juillet 1789, je voudrais pour commencer vous lire, parce que je suis très mauvais chanteur, mais bon, vous le lire simplement, une nouvelle version d'un chant très connu qui est devenu l'hymne de la France et qu'on a appelé la Marseillaise. Alors voilà le nouveau texte qui est, je dirais, correspondant à ce qui se passe actuellement. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos médias mugir ces féroces renégats qui veulent, jusque dans nos bras, vacciner nos fils et nos compagnes. Alarme, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'une force sûre libère la nation. Ceci est un texte qui se réfère à ce que notre surveillant en chef a annoncé il y a 2 jours à 20h. Nous sommes maintenant d'une façon certaine en dictature. Tout le monde a pu le constater. Et en fait, au CNT, on s'aperçoit que ces mesures qui ont été prises avaient déjà été annoncées il y a 20 ans par notre fondateur Éric Fiorile, qui maintenant doit, comme je le pense, bouillir dans sa cellule de 9 mètres carrés où il est emprisonné depuis 210 jours déjà, parce que s'il a entendu, et il l'a sûrement entendu, ce discours du nouveau dictateur, qui se prend pour Jupiter, je pense qu'il doit être dans une colère indescriptible. Et je vais te passer la parole, Philippe, si tu as quelques mots à dire à ce sujet. Oui, des mots à dire, oui. Je pense qu'on est le 14 juillet, on est vraiment dans une situation de plus en plus terrible. La France a écouté le discours de M. Macron lundi dernier. Notre surveillant en chef, je crois que c'est le mot qu'on va retenir. Voilà. Pour Éric Fiorile, j'ai une pensée d'autant plus forte que, bien sûr, c'est une date symbolique et qu'il a dépassé depuis quelque temps déjà les 6 mois d'incarcération pour avoir rencontré à titre personnel des avocats de bon niveau dans le pénalisme. On ne comprend pas comment et pourquoi un homme peut être détenu au simple fait qu'il a écrit des choses qui ne conviendraient pas à ce gouvernement. Ça n'est pas logique dans une démocratie.
Et pourtant, c'est ce qui se passe. Voilà, donc nous en sommes là de la situation. Pour monsieur Macron, ce que je voudrais dire, c'est que monsieur Macron, donc notre surveillant-chef, on est bien d'accord. Je voudrais dire que j'ai vu et entendu la vidéo de personnes qui étaient sur les Champs-Élysées ce matin et qui regardaient passer le command car de monsieur Macron avec le dirigeant des forces armées françaises. Et c'était sous une véritable bronca, quoi. C'est-à-dire que les gens sifflaient, les gens criaient Macron démission, on n'entendait que ça. Alors bien sûr, c'est le son qu'on entend depuis la prise de son, c'est-à-dire depuis le téléphone ou depuis n'importe quel appareil qui prend une vidéo. Et donc c'est un son d'ambiance, bien évidemment, mais je crois qu'en l'occurrence, on peut se fier à ce qu'on entend parce que cette ambiance-là, elle était depuis l'arrière des barrières jusque devant les barrières. Et on entendait ce son à plusieurs endroits différents, près des barrières, loin des barrières, et on entendait cette bronca en permanence. Donc là, ça ressemble à quelque chose qu'on a vu dans différents régimes politiques. Ça sent quelque part une contestation qui va aller au bout. C'est-à-dire que ça sent, en creux, pour eux, ça sent un petit peu la fin de notre point de vue. Alors, cette fin, effectivement, on l'a anticipée, on l'anticipe. Nous faisons, nous, en tant que peuple français, une partie intégrante de ce scénario. Et c'est notre liberté à nous qui se joue, c'est notre avenir à nous qui se joue. Je dirais que c'est notre santé qui se joue et peut-être même l'avenir de l'humanité sans être grandiloquent au travers d'un certain nombre de choses qui nous sont imposées et qu'on se propose de nous mettre dans les veines. Voilà, donc ça, c'est la situation actuelle, l'urgence absolue, et c'est la raison pour laquelle les Français se révoltent aujourd'hui. Ils se sont révoltés pour le prix de l'essence, ils se sont révoltés pour un certain nombre de cas, et maintenant ils se révoltent parce qu'ils ne souhaitent pas que ce soit obligatoire d'avoir une invasion d'une seringue dans le corps avec un liquide dont on sait qu'à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il y a, d'une part, et que ça n'est même pas un vaccin, mais que c'est quelque chose de l'ordre de l'expérimentation médicale. Donc ça, les gens commencent, je dis bien, à s'en rendre compte. Je pense à toutes celles et ceux qui se sont déjà fait vacciner et qui prennent conscience de la chose parce qu'ils ont un ami, un voisin, un camarade qui a mal survécu, mal vécu la seconde ou la première ou la seconde seringue. Donc, je pense à ces gens-là. Je veux leur dire un mot d'espoir, c'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'ils ont été vaccinés que tout est irréversible. Il y aura des solutions, je l'espère, je le souhaite, j'en entends parler, ça n'est pas une vaine promesse. Mais ces solutions, évidemment, vont se cacher. Elles sont à l'insu de celles et ceux qui fabriquent ce qui se met dans les doses. Voilà. Donc, et à ceux qui ne sont pas encore vaccinés, je supplie à genoux de bien réfléchir à ce qu'ils font, de bien réfléchir au fait que malgré toutes les promesses qu'on leur fait, ils n'auront pas plus de liberté après qu'avant. Ça, c'est un point qu'il faut absolument mettre en avant. Voilà. Et donc, on arrive à un moment où les choses doivent être modifiées. Il y a un moment de l'histoire de France qui est particulièrement similaire à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la fameuse révolution de 1789. Alors là, je ne vais pas anticiper sur le sujet parce que c'est notre ami Sylvain qui va vous introduire aujourd'hui le sujet du jour. À toi, Sylvain. Alors, je voulais rajouter quelques petites choses à ce que tu viens de dire. C'est que à tous ceux qui nous écoutent et à tous les Français, je voudrais rappeler que le CNT donc, a été déclaré à l'ONU officiellement en 2015. Donc, il y a une légitimité juridique en tant que gouvernement de la France libre. Et qu'en plus, le 30 novembre 2020, le CNT a déclaré à l'ONU l'état d'urgence populaire pour la France. Donc, si vous avez compris dans quelle situation dictatoriale nous sommes maintenant, eh bien, il faut aller sur cnt-france.fr et vous inscrire le plus vite possible au CNT. Sachant que maintenant, même les leaders de l'opposition contrôlée comme Asselineau, Dupont-Aignan, Philippot, etc., n'ont pas hésité maintenant à dénoncer la dictature et à dénoncer l'illégitimité de Macron. Donc, c'est très important parce que je vois que toutes ces personnes commencent vraiment à se réveiller et à se rendre compte que la République telle qu'elle existe actuellement est en train de courir à sa perte.
Voilà ce que je voulais dire. Je te passe la parole, Sylvain. Merci. Merci Bruno. L'essentiel de l'actualité à retenir pour ce mercredi 14 juillet est que la France est donc en dictature, mais la résistance est là. Notre sujet de ce soir. Le mercredi soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Le 5 mai 1789, le roi Louis XVI et Necker ouvrent solennellement les États généraux. Louis XVI n'a plus d'argent en caisse et a besoin de l'accord des représentants des trois ordres, clergé, noblesse et tiers-état, pour lever de nouveaux impôts et réformer ceux existants. Le 17 juin, les députés s'autoproclament Assemblée nationale, puis font serment de ne pas se séparer tant qu'ils n'auront pas donné une constitution à la France selon l'exemple américain. Ils souhaitaient ainsi mettre un terme à l'autoritarisme royal et établir une monarchie parlementaire. À Paris, des rumeurs font craindre une intervention des troupes contre la capitale. Le 14 juillet 1789, des émeutiers vont prendre d'assaut la Bastille, une vieille forteresse de la guerre de Cent Ans qui symbolise l'arbitraire royal aux yeux des Parisiens. Le 26 août 1789 est votée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est l'acte le plus remarquable de la Révolution. Les députés, inspirés par les grands philosophes français tels que Montesquieu ou encore Rousseau, votent dans l'enthousiasme cette déclaration de 17 articles commençant par cette phrase mémorable et impensable sous l'Ancien Régime. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. 14 juillet 1789, prise de la Bastille, 14 juillet 1790, 14 juillet 1792. Depuis, nous célébrons en France chaque année une révolution manquée qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. La Révolution française a été détournée et n'a jamais donné le pouvoir au peuple. Le peuple s'est donc fait spolier lors de la Révolution française. C'est ce que l'on va étudier ce soir dans notre sujet. Merci Oui. Sylvain. Donc on va faire un parallèle, parce que ce parallèle, il est extraordinairement étonnant. C'est que en fait, la situation qui existait en 1789 et la situation qui existe aujourd'hui a énormément de points communs qu'on peut retrouver. Premièrement, en 1789, vous aviez donc tout autour de la France toute une série de régimes monarchiques qui dominaient leur peuple. Actuellement, nous avons la communauté européenne et nous avons des empires comme les États-Unis et la Chine qui dominent leur peuple et qui ont une puissance très forte pour agir s'ils ont envie contre la France. En 1789, le peuple, surtout les bourgeois, se plaignait justement des impôts qui étaient trop élevés. En 2021, la France est le pays du monde où les impôts sont le plus élevés. En 1789, quand le roi a convoqué les États généraux, comme tu disais, Sylvain, il y avait des représentants de l'oligarchie de l'époque, c'est-à-dire le clergé et les nobles, et puis des représentants, non pas du peuple, mais de la bourgeoisie, ce qu'on appelait le tiers-État. Le petit peuple, lui, ne savait même pas ni lire ni écrire et ne savait même pas ce qui se passait à Paris, était très peu représenté et, pour tout dire, n'était pas présent. Donc, quand la Révolution a commencé, il y a un groupe de bourgeois qui étaient, pour tout dire, qui étaient inspirés par les philosophes, mais qui étaient surtout inspirés par une fraternité bien connue, qu'on appelle la franc-maçonnerie, qui existait déjà donc, à cette époque, et qui a décidé en fait, de faire cette révolution. C'est le tiers-État qui a commencé à se révolter pour avoir le droit à la parole, le droit au vote, etc. Et donc, ils ont commencé par lutter contre cette oligarchie. Et puis, petit à petit, avec tous les événements que vous savez, il y a eu donc un projet de constitution qui devait vraiment redonner le pouvoir au peuple. Alors, il y a eu des factions, effectivement, au niveau du peuple, hein, comme les sans-culottes et autres, qui se sont révoltés et qui en ont profité pour faire entendre leur voix. Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que très rapidement, la bourgeoisie a recréé une nouvelle oligarchie pour remplacer celle du clergé et des nobles, de la noblesse. Et en plus de ça, il y a eu des destructions énormes, il y a eu des massacres. La Première République est quand même l'organisation qui a créé les massacres en Vendée, qui a détruit et qui a massacré la population dans pas
mal de pays, pas mal de villes en France. Des bâtiments ont été détruits, des châteaux, des éléments du patrimoine ont été vraiment réduits en miettes. Et donc, on est arrivé après à la terreur avec la guillotine, où toutes les factions se sont tirées dessus, se sont tapées dessus et se sont massacrées. Donc, c'est le premier échec de la Révolution. Le deuxième échec, c'est que très rapidement, les choses ont été reprises en main par une oligarchie, donc oligarchie bancaire et bourgeoise, qui a remplacé la noblesse et le clergé. Et on en est arrivé après à Napoléon, et depuis 200 ans, le peuple n'a pas eu le résultat positif qu'il espérait au niveau de cette révolution. La constitution qui avait été prévue en 1792 n'a pas été adoptée, elle a été mise sous le boisseau, elle a été très vite enterrée. Donc, en fait, si on regarde ce qui s'est passé pendant les 200 années suivantes, on s'apercevra que le peuple n'a jamais eu droit vraiment à la parole. Et si on arrive à l'époque actuelle, on s'aperçoit que nous avons là aussi donc un monarque élu, un monarque républicain, mais un monarque élu avec à peine 20% des voix, et qui en plus de ça a plus de pouvoir que Louis XVI pouvait en avoir à l'époque. Et donc le CNT, lui, a mis en place un programme de gouvernance qui permettra vraiment au peuple de retrouver et d'avoir enfin donc le pouvoir sur lui-même et sa souveraineté. C'est un cercle qui se refermera d'une manière positive. Le seul problème, c'est que pour l'instant, le CNT, donc, qui est déclaré à l'ONU comme gouvernement légitime, n'est pas suffisamment connu par la population française, mais les dernières mesures qui viennent d'être prises par notre dictateur, parce que maintenant il n'y a plus d'autres noms pour le qualifier, vont, je l'espère, permettre à la population entière de se réveiller et de terminer ce qui a été commencé en 1789, mais d'une manière cette fois-ci non violente, parce qu'il faut tenir compte des leçons de l'histoire. Il ne sert à rien de détruire le patrimoine et de s'auto-détruire. La seule façon d'arriver à terminer cette révolution de 1789, c'est que le peuple prenne le pouvoir d'une manière non violente et grâce à l'action des forces de l'ordre, qu'on ne devrait plus appeler les forces de l'ordre, mais les gardiens de la paix. Et ce sont les forces de l'ordre qui doivent réfléchir, qui doivent se rendre compte qu'elles font partie de la population et que ce sont elles qui ont les moyens légaux pour pouvoir rétablir une vraie démocratie dans notre pays. Et je suis sûr que tout comme en 1789, si ces choses arrivent à se concrétiser, le monde entier en tiendra compte, comme ça s'est passé au moment de la Révolution française qui a changé complètement la face du monde, mais pas suffisamment. Donc on peut terminer maintenant ce qui a été commencé il y a 230 ans, c'est l'occasion inespérée que nous avons. Et il ne faut pas en avoir peur, bien au contraire, parce que le peuple, en 1789, n'avait pas les moyens de s'exprimer. Maintenant, en 2021, le peuple, il a un moyen de s'exprimer, c'est Internet. En dehors des médias officiels, il y a Internet. Et grâce à Internet, le peuple peut s'éveiller et le peuple peut se réveiller et le peuple peut se lever, mais dans la non-violence. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Donc, Philippe, je te passe la parole pour compléter. Moi, je vais juste te dire une chose, Bruno. Effectivement, tu as raison. Comparé à 1789, nous avons Internet, mais il y a surtout la connaissance que nous avons aujourd'hui qui est beaucoup plus accessible et ce qui permet de faire certainement une meilleure évolution. Effectivement, tout à fait. Oui, ce qu'on chasse avant tout, c'est l'ignorance. Et Internet est fait pour ça, pour chasser l'ignorance. Alors, effectivement, Bruno, tu as complètement raison. On peut même faire des comparaisons avec ce qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire que la méthode qui a été employée par les grands bourgeois pour terroriser le peuple, ce qu'on a appelé la terreur, et qui est au sens propre du terme, c'est-à-dire que les personnes se couchaient le soir, elles ne savaient pas si elles ne seraient pas visitées le lendemain matin par les policiers qui les emmèneraient à l'échafaud sur une accusation totalement farfelue, bidon ou politique. C'est ça la terreur. C'était ça, cette terreur à ce moment-là. Et ça, c'était véritablement la peur
qui s'est transformée cristallisée en terreur, suffisamment forte pour avoir donné son nom à cette période. Et aujourd'hui, on vit quoi? On vit des choses relativement similaires, c'est-à-dire qu'on est dans la peur et on est dans la solution derrière. Ah, mais attendez, vous avez peur, mais pas de problème, on va vous trouver une solution, on va vous vacciner, vous pourrez ensuite aller partout, traverser les frontières, etc. Donc, on amène des solutions. OK. Dans le cas, je reviens à 1793, puisque la terreur, c'est 1793. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette terreur? Qui était aux commandes? C'était Robespierre. Est-ce que Robespierre lui-même était soupçonnable ou soupçonné de vouloir massacrer le peuple? L'histoire nous montre que non. L'histoire nous explique que cet homme était réellement un homme qui s'attachait au peuple, bien qu'il soit lui-même issu de la noblesse, mais de petite noblesse. C'est-à-dire que c'est un homme qui avait, je dirais pas connu la faim, mais qui avait connu des jours difficiles dans sa jeunesse, dans sa vie. Il n'était pas issu d'une noblesse riche. Donc voilà, c'était un homme qui savait ce que c'était que d'être dans les ennuis financiers et autres. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a voulu justement rétablir un certain nombre de choses, créer un certain nombre de justices, etc. On l'a appelé l'incorruptible. Alors l'incorruptible. Moi, à l'école, j'ai jamais compris, personne ne m'a jamais expliqué pourquoi il était incorruptible. C'est compliqué, ça. Il était incorruptible de quoi? C'est tout simple. Il était incorruptible par celles et ceux qui guidaient cette révolution en marche et qui voulaient s'allier les services du politique pour dire tu marches avec nous, tu fermes ta bouche et tu seras riche. C'est aussi simple que ça. C'est marrant parce que ça correspond à des choses qu'on vit aujourd'hui quand même. On a probablement chez nous, je dis bien probablement, des politiciens qui rentrent dans l'Assemblée nationale avec des grandes et belles idées et qui en ressortent avec des valises pleines de billets ou je ne sais quels autres avantages. Et puis subitement, les bonnes idées disparaissent, quoi. Voilà voilà en quoi Robespierre était totalement incorruptible. C'est que lui n'a pas fonctionné à la corruption, justement. Et il était le premier à savoir que l'émergence d'une république guidait naturellement vers la corruption. C'est la mécanique même de cette république qui met en place des représentants qui peuvent être approchés par ce qu'on appelle aujourd'hui des oligarques, mais autrefois qui étaient des hauts bourgeois, et qui étaient en passe d'acheter tout simplement les votes des uns et des autres en fonction de leurs intérêts personnels. C'est tellement évident, ça coule de source. Est-ce qu'il y a eu une correction par rapport à ça? Malheureusement, non. Et la seule correction qu'il y a eu, c'est entre le 9 Thermidor et le 10 Thermidor. Le 9 Thermidor, on est au sommet de la fameuse terreur. Et puis le 10 Thermidor, Robespierre est arrêté et le lendemain, ou quelques jours après, il est guillotiné. Alors, Robespierre était de fait responsable de cette terreur. Mais cette terreur, elle avait quelle mission? Elle avait la mission, justement, d'éliminer un certain nombre de personnes qui étaient contre la vie des choses et cette république qui avait été instaurée un an plus tôt, pas à l'idée de Robespierre, ça vous l'aurez compris, mais plutôt à l'idée d'un Danton, qui est d'ailleurs le signataire du premier président de la République. C'est Danton qui a instauré la République, c'est pas Robespierre. Donc voilà, donc Robespierre, lui, il a hérité de la chose et il a vu qu'il y avait un tas d'ennemis et beaucoup d'ennemis intérieurs à la France. Et il fallait travailler contre les ennemis intérieurs. Sur les frontières, contre toute attente, ça se passait plutôt bien au niveau militaire. C'est-à-dire que les armées étrangères soit reculaient, soit étaient hésitantes. Alors, on a beaucoup glosé sur un certain nombre de batailles. La bataille de Valmy, par exemple. A-t-elle eu lieu? A priori, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de confrontation, il n'y a pas eu d'affrontement. Alors, pourquoi il n'y a pas eu d'affrontement? C'est étrange. Oui, parce que le comte de Brunswick a fait demi-tour. Pourquoi il a fait demi-tour? On ne sait pas, il a eu peur. Il a eu peur parce qu'il a entendu les Français chanter la Marseillaise. Alors moi, je vois bien tout ce qu'on veut, mais c'est pas parce que vous avez en face de vous des gens qui vous opposent des chants et qui sont des conscrits, c'est-à-dire des personnes qui sont issues de la même classe d'âge et qui ont été tirées parmi le peuple pour aller défendre leurs frontières parce qu'ils se considèrent comme un peuple souverain désormais, et ça c'est novateur, eh bien ça ne fait pas reculer des armées prussiennes qui en avaient vu d'autres. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des complicités à très haut niveau, évidemment, entre Dumouriez et Brunswick. Il y a eu des complicités de très haut niveau. Je ne suis pas historien, mais je m'appuie sur les dires, notamment d'une dame qui est très bien et qui s'appelle Marion Sigaud et qui nous parle de ces périodes avec vraiment, vraiment des informations qui sont pertinentes. Et donc voilà. Donc il y a eu des ententes. Et puis exit Robespierre, des ennuis. Puis subitement le calme est venu après la tempête. Tiens, avec des solutions. Subitement, tout va aller bien. On s'est débarrassé d'un vilain tyran. Tout était de sa faute.
Voilà, mais l'histoire a rendu un mauvais compte-rendu de cette affaire-là. Robespierre n'était pas l'homme qu'il fallait chasser. Robespierre était véritablement un homme qui était intègre. Il avait autour de lui une petite équipe, les Saint-Just et d'autres, plus d'autres, bien évidemment, autour d'eux qui n'étaient pas forcément aussi vertueux qu'eux. C'est ce qu'on a souvent tendance à dire. On a souvent dit au CNT qu'on allait faire rentrer des vertueux et faire sortir ceux qui le sont moins. Mais c'est de ça qu'il s'agit au départ de toutes les actions de politique. Il faut des vertus et à l'évidence, Robespierre faisait partie des vertueux. Mais il est passé dans la moulinette de cette histoire impitoyable et il a fini, comme beaucoup, sous un vent d'acier. Alors, le vent d'acier, ça me fait penser à tous celles et ceux qui s'intéressent de près à cette période et qui n'ont pour repère, pour capacité de compréhension, que des livres d'histoire parfois rébarbatifs, écrits par différentes personnes, par des marxistes avec un filtre marxiste, par des gens non marxistes avec un filtre différent. Enfin, j'en passe et des meilleurs, chacun ayant sa version de ce qui s'est passé pendant cette période-là. Mais il y a aussi la solution romanesque. Et la solution romanesque, ça consiste à dire, ben, est-ce qu'il n'y a pas un roman emblématique qui parle de cette période-là avec ce que les Français ressentaient au fond d'eux-mêmes? Voilà. Et ce roman, figurez-vous qu'il existe, et que c'est même un roman historique que moi j'ai découvert au moment du bicentenaire, dans les années 1989, et bien m'en a pris parce que c'est un roman extrêmement long, je ne le cache pas, mais passionnant, qui parle de notre histoire de France, qui tord le cou à un certain nombre d'idées reçues, et dont je vais vous montrer simplement la première page dans une collection qui était une collection un petit peu spéciale à l'occasion du bicentenaire. Alors je vais vous présenter donc juste la photo, hein. Voilà. Ça s'appelle La Révolution, modestement. Chapitre 1, Robert Margerie, qui est un écrivain, bien entendu, mais de formation journaliste. Donc, c'est un monsieur d'enquête. L'amour et le temps. Vous voyez les photos là, de ces superbes peintures du XVIIIe siècle. Ensuite, vous avez un deuxième volume. Si, il y a un deuxième volume. Ça s'appelle Robert Margerie, Les Autels de la peur. Ouais. Ouais. C'est toujours dans ces mêmes périodes, on parle toujours de la même chose. Et ensuite, vous avez un vent d'acier, que j'ai cité en faisant allusion au titre de M. Margerie. Un vent d'acier, on se doute de quoi on parle. Et c'est pas fini. Il y a un quatrième et dernier, je vous rassure, pas plus, qui s'appelle Les hommes perdus. Alors, les hommes perdus, c'est quoi? C'est ceux qui ont cru à la Révolution, ceux qui ont cru à des valeurs et qui finalement vont se rattacher tout simplement à l'Empire, alors qu'ils étaient contre tout ce qu'ils vont pouvoir, tout ce qu'ils vont mettre en œuvre. Au départ, ils étaient contre. Ils luttaient contre ça et ils vont ensuite créer un empire à partir d'idées nouvelles, évidemment, à partir de solutions nouvelles, mais ils vont être de fait les pires des possédants, les pires des tyrans, etc., etc. Donc voilà. Oui. D'ailleurs, Philippe, je voudrais rajouter une chose, c'est que la fameuse Constitution de 1792, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'en fait, on a perdu 230 ans. Parce que si je parle par exemple aux Gilets jaunes qui nous écoutent, il faut savoir que dans la Constitution de 1792, il y avait le suffrage universel pour toute décision, et l'équivalent du RIC. Il y avait le vote des femmes. Alors que le vote des femmes n'a été en France admis qu'après 1945, c'est incroyable. Il y avait l'abolition de l'esclavage, etc., etc. Donc on a perdu 230 ans parce qu'une petite clique a détourné la Révolution à son profit. Voilà. Alors on peut étendre ce que tu dis, effectivement, avec des lois comme la loi Le Chapelier. C'était la fin des corporations. Donc, en fait, la loi Le Chapelier, Isaac de son prénom, hein, je crois, c'était une loi qui a fait voler en éclats plusieurs siècles de traditions corporatistes. Alors, le corporatisme, aujourd'hui encore, c'est un terme un peu négatif qui consiste à dire vous êtes un petit peu corporatiste, vous prêchez pour votre paroisse, vous êtes dans votre club, etc. Oui, mais ça protégeait un certain nombre d'ouvriers dans un certain nombre de métiers. Ça disait quoi? Ça disait le salaire, ça disait le salaire d'embauche, ça disait les jours de congé quand il y en avait, ça disait un certain nombre de choses sociales qui étaient attachées à la corporation. Chaque corporation avait ses avantages, plus ou moins importants. Tailleurs de pierre n'étaient pas les mêmes que les charpentiers, etc., etc. Et il y avait des corporations en nombre. Et tout ça a été légiféré par les corporations elles-mêmes. C'est-à-dire que le roi n'y mettait que très peu les mains, hein. C'était véritablement des lois qui étaient internes. Et ça a volé en éclats pour transformer l'ensemble des gens qui travaillaient dans différents métiers en tout simplement ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire en ouvriers salariés, quoi.
Et à partir de là, ça a été le début d'une misère noire, parce qu'il n'y avait plus de protection sociale, tout simplement. Donc, c'est ça qui a également eu lieu pendant la Révolution de 1789. La loi Le Chapelier, je ne sais plus si elle est de 92, de 93, vous m'en ferez, vous me pardonnerez, mais c'est de cette époque-là. Donc voilà, ce sont des choses aussi en apparence bénignes et secondaires, parallèles, je dirais, qui sont pourtant essentielles. Parce que c'est ça qui c'est ce genre de phénomène qui a conditionné la condition ouvrière pendant tout le temps du 19e siècle et toutes les révolutions qui ont suivi. Parce que si on ne peut pas parler de la révolution de 1789 sans ces effets, sans ces répliques, ce que j'ai envie d'appeler des répliques, comme on parle d'une réplique d'un tremblement de terre. Donc c'est 1830, les trois glorieuses et non pas les 30 glorieuses, qui sont des journées fortes, révolutionnaires, notamment la révolte des Canuts en France. Il y a eu différentes choses de cette nature. 1848, une révolution nationale et internationale, mais dit-on sans leader et qui a fait une sorte de feu de cheminée, un feu de bois, quoi, un feu de paille plutôt, et qui n'a donc pas débouché sur quoi que ce soit, mais qui a été véritablement l'expression d'une insatisfaction populaire. Et la seule réponse qui était donnée par les mêmes bourgeois qui avaient installé les règles de travail notamment, c'était le fusil. Hein. C'était la seule réponse possible. Hein. Donc voilà. Donc est-ce qu'on a abouti? Est-ce que cette révolution de 1789, elle a eu un point final, soit en 1848, soit en 1870 lors de la Commune de Paris, soit en 1918 lors de la fin de la Grande Guerre, que sais-je encore? On peut lui donner différentes butées. D'autres l'ont fait avant moi. Je pense à des gens comme François Furet, qui est un historien qui revisite un petit peu, les conséquences de la Révolution française et qui disait de son côté, pour moi, la Révolution française, elle est terminée, quoi. Elle est terminée de fait depuis 1945, quoi. Voilà. Au moins depuis 1945. Alors que si vous écoutez un certain nombre de marxistes, ils disent non, non, les idées qui ont été mises en place en 1789, 91, 92, ces idées vont perdurer et un jour ou l'autre, elles aboutiront à quelque chose de merveilleux. Bah, moi, j'ai envie de dire chiche, chiche. Nous, au sein du CNT, déjà, premièrement, on a pris le temps de se renseigner. Voilà, ça, c'est ma prise d'information, moi ou d'autres, hein, et sur d'autres sujets également. Donc, on a pris le temps de se renseigner. Éric Fiorilde, que je cite souvent, mais que je vais citer ici, est un bon connaisseur de l'histoire. Et il a pris le temps également, comme nous tous, de faire des statistiques. Il a pris le temps de faire des études. Il a pris le temps de comprendre. Il a pris le temps d'analyser. Et puis, il a pris le temps de se dire, mais c'est quoi ces livres? Le Testament de Satan, ça date d'avant la Révolution française. La création des Illuminati, ça date d'avant la Révolution française. Et pas beaucoup, hein, 20 ans avant. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation entre ces événements-là et ces écrits et la Révolution française? Est-ce que par hasard, la franc-maçonnerie n'aurait pas tenu un rôle plus important qu'il n'y paraît dans cette évolution? Et quand on creuse, la réponse est oui. Donc, je ne vais pas citer des noms ici, hein, Julius Fred, et voilà, qui ont participé à ces révolutions, qui l'ont d'ailleurs payé de leur vie. Il ne faut pas croire. Hein, c'est pas parce qu'il y a eu une manipulation de la part de certaines personnes qu'elles s'en sont toutes sorties fraîches comme des roses. Non, certaines y ont laissé leur vie également. Mais ça, c'est le jeu. Hein. Quand on déclenche la tempête, il est possible qu'à un moment donné, on en soit soi-même victime. Voilà. Et pour revenir donc à la conclusion, par rapport à monsieur, par exemple, un historien comme monsieur François Furet, lui dit donc que la Révolution française est terminée. D'autres écrivains dits marxistes disent que non, elle se poursuit et que son idéal va continuer. Alors, est-ce qu'au sein du CNT, nous avons l'idéal de la Révolution de 1789? Alors, ce que nous avons gardé de cette révolution, c'est très clairement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, elle fait partie, cette révolution, du bloc constitutionnel de la Constitution française, celle de 1958 étant écroulée suite à ce qu'on sait en 2008, suite à une trahison et à la trahison de la volonté du peuple. Donc la Constitution s'est écroulée. Il en reste quoi? Il en reste la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il en reste le préambule de la Constitution de 1946 et il en reste, je ne sais plus comment on les appelle, de 2004. Là, voilà. Donc il en reste des petits morceaux, mais le morceau principal, Constitution de 1958, a volé en éclats. Voilà. Donc, à quoi a servi la Révolution française? C'est au moins à établir des textes qui sont non seulement pas contestés, mais qui sont repris dans le monde entier, quasiment in extenso, moyennant une toute petite différence, notamment à l'ONU, et qui ont été repris pour le monde entier. Et pour les gens du monde entier, la France, c'est le pays des droits de l'homme et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Voilà ce qui reste de la Révolution française. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Bah, si, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est la pierre angulaire, c'est le moment de départ, le point de départ de toutes les possibilités de démocratie à la manière des Français quand il s'agit des Français, des Allemands quand il s'agit des Allemands, etc., etc., et des Américains quand c'est nécessaire. Voilà. Donc, cette République qui a été créée en 1792 contre l'avis de Robespierre, qui était défavorable pour les raisons techniques, qui lui semblaient à lui évident, parce que c'était un fin connaisseur et un fin politicien, et il connaissait l'histoire de la République de Venise. Il connaissait l'histoire de la République au temps de Jules César. Il savait tout ça. Il savait que ces républiques étaient des moyens artificiels de faire participer le peuple à des décisions. Voilà, les tyrans avaient l'habitude de se faire acclamer dans les stades. Vous êtes d'accord? Oui, levez le bras. Voilà, machin. Alors, si j'ai un ticket gratuit pour le spectacle prochain, je vote pour toi. Ça marche. Allez, c'est bien. Par contre, de quoi décidait-il? De quoi ce peuple décidait-il? De rien du tout, évidemment. Or, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une situation, dans une civilisation où l'information est multiple, où les pistes de départ sont multiples, qui n'existaient pas au temps de l'Antiquité. Hein. Les sociétés étaient beaucoup plus monolithiques, beaucoup plus politisées. Il s'agissait d'obéir aux tyrans, et quand on obéissait aux tyrans, bah, tout se passait plutôt bien. Voilà. Il y avait en France une tradition de douce France, déjà à l'époque de Louis XVI et avant, mais surtout à l'époque de Louis XVI. Ce qui s'est passé, c'est comme Bruno l'a bien rappelé, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'argent dans les caisses suite à des guerres qui ont été perdues contre les Anglais et qui nous ont fait payer cher. Et voilà. Et donc, il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Donc, c'est l'argent qui a fait défaut. Et c'est à partir de ce défaut d'argent que les financiers qui, eux, en avaient à titre privé, se sont dit, ben voilà, la France est un pays à racheter. C'est comme ça qu'on peut représenter les choses. La France est un pays racheté. Alors, ce rachat avait un coût humain. Il fallait envoyer les gens se faire tuer aux frontières. Il fallait décapiter tous celles et ceux qui étaient susceptibles d'empêcher le progrès la progression de ce plan, car c'était un plan. Et puis voilà, et puis c'est parti. Alors, il y a eu des hauts et des bas, ça a fonctionné. La bourgeoisie s'est installée. Tout le 19e siècle a été le succès de la bourgeoisie industrielle, évidemment, enfin, qui est industrieuse et industrielle. Et puis, on est arrivé au XXe avec des vagues sociales, notamment après la guerre de 14, où on s'est aperçu que tout le peuple avait été sacrifié, qu'on soit de gauche, de droite, qu'on soit bourgeois ou pas bourgeois, tous ceux qui étaient dans les tranchées, ils ont tous pris la même chose sur la figure. Donc ça a été la sorte de la ligne bleue horizon, c'est-à-dire une association de tous celles et ceux qui avaient participé à maintenir la France, le pays France, debout suite à la guerre de 14-18, qui n'a pas été exactement rien du tout. Ça a été quelque chose de très fort. Donc voilà, et donc le mouvement social est reparti dans ce sens-là, donc tous unis, tous amis, etc. Et puis ça a donné les mouvements sociaux des années 30. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais en même temps mettre les choses en perspective, ça nous paraît nécessaire. Voilà, donc nous au sein du CNT, comment est-ce qu'on va pouvoir réagir alors qu'on est au courant de tout ça, qu'on sait l'analyser, qu'on sait s'adjoindre les services d'historiens qui ne se contentent pas de dire que sous l'Ancien Régime, les nobles passaient dans les champs de blé pour chasser le sanglier et que de ce fait, ils détruisaient les récoltes. Ça, c'est ce qu'on m'expliquait quand j'étais petit à l'école. Et c'est ce qui justifiait qu'il fallait virer les nobles. Alors, premièrement, cette histoire est totalement fausse. Et elle est totalement illogique. Et je ne parle pas de ce qu'on appelait autrefois le droit de cuissage, n'est-ce pas, où M. Michelet, qui est l'historien en titre du 19e siècle, nous expliquait que la veille du mariage, le Seigneur des lieux avait le droit d'emmener la fiancée dans son lit. Ce qui est non seulement incompatible avec la religion catholique, mais qui est complètement faux et complètement délirant. Le droit de cuissage, c'était effectivement le droit que donnait le Seigneur à celui qui voulait épouser madame et qui estimait qu'il en avait les moyens financiers. Et il lui donnait un droit que populairement on appelait le droit de cuissage. Voilà. Mais ça n'a donc rien à voir avec ce qui a été dit et redit. Donc toutes ces images fausses qui ont servi à fausser le passé, qui ont servi à diaboliser des personnes qui avaient sûrement plein de défauts, mais qui n'avaient pas cela, cette diabolisation, elle n'est pas normale et le CNT contribue à rétablir l'ordre des choses, la vérité des choses. Donc c'est quand on est dans la vérité qu'on commence à réfléchir et qu'on se dit, mais oui, effectivement, il y a des choses à changer. Alors quel est le lien entre ce qui s'est passé entre 1789 et 93 et ce que nous vivons aujourd'hui? Alors, Bruno a très bien dit qu'il y avait des parallèles à faire, c'est exact. Aujourd'hui, nous sommes également sous une forme de terreur. Oui, moi, ça me semble logique d'employer ce terme. La terreur, c'est quoi? Si vous n'êtes pas vacciné, c'est que vous êtes une mauvaise personne et que vous allez tuer des gens. Bon. Ouais. Et après, si vous n'êtes pas vacciné, c'est que vous n'avez pas suivi la loi, car désormais, c'est obligatoire. Ah oui, alors là, je pense que toutes les personnes,
tous les Français moyens, hein, ou pas moyens, qui ont, à un moment donné, pu être séduits par l'idée de se faire vacciner, en se disant, bah, après tout, etc. Bon, on me dit que c'est bien, il y a plein de malades, voilà. C'est des personnes sous-informées. Alors, quand je dis sous-informées, c'est pas qu'elles regardent pas la télé, mais c'est que le peu qu'elles regardent, ce sont des choses qui ne correspondent pas à la réalité vraie, comme dirait l'autre. Donc, ces personnes, par dépit, on accepte leur sort. Leur sort, c'est quoi? C'est de se faire vacciner. Bon. Par contre, du jour au lendemain, si on crée une obligation ou si on crée une nécessité de le faire, etc. Et quand on voit, en l'occurrence, la réaction des métiers des soins, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, que ce soit les infirmières, etc., tous sont vent debout contre le principe de se faire vacciner. Alors, il faudrait peut-être leur poser la question, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous faire vacciner? Ben, je pense qu'ils sont tout simplement aux premières loges pour voir les résultats, les conséquences de ce qui se passe quand on est vacciné, quoi. Et ils n'ont pas envie d'en être, quoi, tout simplement. Donc, il y a un mensonge latent, il y a un non-dit latent. Pourquoi un non-dit? Ben, parce que tout simplement, les personnes préfèrent se taire plutôt que de prendre le risque de perdre leur emploi, c'est aussi simple que ça. Mais ce non-dit, il existe. Il faut savoir l'analyser, il faut savoir le comprendre. Voilà, donc nous, au CNT, c'est ce qu'on fait. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, solennellement, hein, c'est tendre la main à toutes celles et ceux parmi les personnels soignants, que ce soit les ambulanciers, les infirmières, les médecins, tous ceux qui sont dans ces métiers, et donc qu'on menace de rentrer dans une logique d'obligation vaccinale, déjà pour eux dans un premier temps, eh bien ces personnes doivent être certaines du soutien d'une part du CNT, ça ne fait aucun doute, mais peut-être aussi de plus que ça. Donc qu'elles se rapprochent de nous et on leur donnera peut-être des clés pour avancer plus vite et plus fort dans un contexte où justement les choses avancent très très vite et très très fortes et il s'agit de faire bloc. Voilà, messieurs, c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Il est vrai que, Philippe, dans tout ce que tu viens de dire, il y a quelque chose de très important, c'est le fait que nous sommes donc en 2021 et qu'on peut tout de même espérer qu'on pourra terminer cette révolution de 1789 sans répéter les erreurs qui ont été commises à l'époque, notamment la violence. On a la possibilité de pouvoir le faire d'une manière intelligente, d'une manière honnête et d'une manière calme. Euh, Comme disait Gandhi, la non-violence et la désobéissance civile sont plus fortes que tout. N'oublions pas que nous sommes 99% de personnes face à 1% qui essayent de dominer, qui essayent de contrôler et qui nous imposent des mesures dictatoriales. Et la peur doit changer de camp. C'est eux qui doivent avoir peur, ce n'est pas nous, parce que nous sommes beaucoup plus nombreux. Nous sommes 99% et ils sont 1%. Donc il faut que tout le monde se soulève, mais d'une manière pacifique. Il faut que tout le monde désobéissent à ces mesures dictatoriales. Et tu parlais tout à l'heure, Philippe, du salariat qui a remplacé donc les corporations. C'est tout simplement devenu la nouvelle forme d'esclavage moderne. Parce qu'un salarié qui gagne le SMIC, ça lui sert juste à payer de quoi manger et de quoi se loger, et à la fin du mois, il n'y a plus rien. Donc on peut assimiler ça à une forme nouvelle d'esclavage. Ce n'est pas non plus la solution des marxistes qu'il faut appliquer, parce qu'on a vu ce que ça a donné, la solution des marxistes. 60 millions de morts, Staline, etc. etc. La solution des marxistes, c'est la dictature du prolétariat. Donc encore une dictature. Alors que nous, le CNT, ce qu'on propose, c'est que le peuple prenne le pouvoir, mais d'une manière pacifique, d'une manière correcte, d'une manière apaisée et sous forme de commission dont les membres seront des personnes tirées au sort, mais parmi des volontaires. Et il n'y aura pas de nomenclatura comme en Union soviétique qui va dominer ce peuple. Le peuple va se dominer lui-même. Le peuple va être adulte, il va être souverain. Et c'est vrai que tu parlais des corporations, je reviens encore aussi là-dessus, c'est que pour moi, une des plus grandes catastrophes depuis la Révolution française, ça a été la disparition, non pas des corporations, mais du compagnonnage. Il suffit de voir actuellement les quelques corporations de compagnons qui continuent d'exister, notamment les charpentiers, etc., et de voir à quel point les ouvriers, donc charpentiers, par exemple, sont des gens qui sont parfaitement formés, qui sont parfaitement rémunérés, qui sont parfaitement couverts au niveau de leur protection sociale et qui, en plus de ça, suivent un apprentissage qui est extraordinairement complet.
Il aurait fallu appliquer ce type de méthode à tous les métiers, que ce soit dans les services, pas uniquement dans les métiers manuels. Et le problème, c'est que ces corporations ont été remplacées par des syndicats et on a vu ce que sont devenus les syndicats, c'est-à-dire des forces rémunérées et soudoyées par le pouvoir qui ne pensent qu'à une seule chose, à leur propre intérêt. Donc là aussi, la Révolution française a raté son objectif. Donc tout ça, c'est quelque chose que nous, au niveau du CNT, nous avons compris et c'est pour ça que nous avons l'idée de ce revenu inconditionnel qui permettrait à chaque citoyen de pouvoir vivre sans se préoccuper des conditions de base, nourriture, etc., et de pouvoir s'exprimer, de pouvoir créer, de pouvoir faire une activité professionnelle qui lui plaît sans être soumis sans arrêt à cette dictature de l'argent et à cette dictature de l'obligation de travailler parce que sinon on ne peut pas vivre. Et donc ça, c'est des choses les plus importantes qui peuvent exister dans le programme du CNT. Et j'invite tout le monde à aller voir ce programme sur le site internet du CNT, cnt-france.fr, parce que c'est un des aspects vraiment les plus importants pour l'avenir du pays et l'avenir de la population française et la fin de la pauvreté. Oui, je dirais qu'avec ou sans le CNT, il y aura de toute manière une révolution, un changement. Soit on se dirige vers un mondialisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'État, il n'y en a plus qu'un seul, qui nous impose ses lois et qui nous laisse survivre, peut-être même sans travailler, mais qui nous laisse juste survivre. Voilà. Et ce monde-là, il arrive avec une explosion de la bulle financière qui n'est plus une bulle, hein, c'est une montgolfière, c'est autre chose. Donc là, il va bien falloir redistribuer les cartes. De quelle façon? Eh bien, toutes celles et ceux qui ont connaissance de la situation sont aussi celles et ceux qui l'ont créée et sont aussi celles et ceux qui ont la puissance. Quand je dis la puissance, c'est à tout niveau, hein. C'est militaire, économique, financier, bien entendu. Donc, c'est compliqué de se dire on va s'opposer à ces personnes. C'est compliqué. Par contre, ce qui est possible d'envisager, c'est de se dire si nous décidons de créer notre propre monde et que nous tournons le dos à celui qui nous est proposé, qu'est-ce qui nous arrivera? Qu'est-ce qui se passera si on dit les vérités pour remplacer les mensonges qu'on nous sert quotidiennement? Qu'est-ce qui se passera si on est dans le vrai? Qu'est-ce qui se passera, etc., etc. Si on devient non pas des vertueux pour être vertueux, mais des êtres humains qui décident qu'à partir de maintenant, le mensonge et les contre-vérités, c'est basta, ça suffit, quoi. Sans agressivité d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'agressivité à mettre dans tout ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Or, chaque fois qu'on fait une manifestation dans la rue, pour un motif ou pour un autre, il faut quand même être conscient, les uns et les autres, qu'on alimente le système et qu'on le valide. C'est-à-dire qu'on dit, ben, on aimerait bien que vous vous corrigiez, mesdames et messieurs. Voilà. Mais on ne dit pas, on veut vous mettre dehors. Même si j'ai entendu Macron démission pour le 14 juillet, Macron, s'il démissionne demain, sera remplacé par un clone. Et quand je dis un clone, c'est pas forcément un sosie, hein, mais ça sera quelqu'un qui lui ressemblera dans l'intérieur. Donc voilà, on n'aura pas forcément franchi les choses. Or aujourd'hui, ce qui est important, et on l'a dit depuis le début, c'est l'information, c'est la capacité que nous avons, nous tous, à aller chercher l'information à la source. On sait tous lire et écrire, et ça, c'est quand même un des bienfaits qui nous est arrivé depuis le 19e siècle au moins, même si l'école est obligatoire depuis Louis XIV, je le rappelle. Elle était obligatoire en tant que fournisseur de services. En revanche, il n'était pas obligatoire pour les parents de les mettre à l'école, ce qui est le cas quasiment aujourd'hui, sauf si vous voulez faire l'école à la maison. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et ces personnes, voilà, les personnes que nous sommes devront faire des propositions, dire voilà comment on sait faire mieux, voilà comment on peut y aller, voilà les exercices que nous avons déjà menés préalablement pour prouver que ce système peut fonctionner. Voilà. Et quand nous aurons cette proposition à faire à des corps constitués qui ne sauront pas trop quoi faire de leur légitimité nouvellement acquise lorsqu'ils auront fait ce qu'ils ont à faire, eh bien, ils se tourneront logiquement vers nous parce que nous sommes les seuls à proposer des solutions pour le peuple et que c'est le peuple qui décide véritablement et qu'on ne se contente pas de recommencer l'histoire avec les mêmes inconvénients, les mêmes difficultés et les mêmes souffrances. Donc ça, on n'en veut plus. Donc appel est lancé, comme d'habitude, à nos forces armées ou corps constitués, comme on les appelle, hein, la gendarmerie qui normalement doit défendre le peuple, l'armée également doit défendre la nation.
etc. Donc, nous, on est dans cette logique-là de préparer quelque chose de neuf, de dire à toutes celles et ceux qui en ont marre, qui ne veulent pas se faire vacciner, mais ça, c'est le petit bout de la lorgnette, hein. Ne pas vouloir se faire vacciner, c'est immédiat, c'est important, c'est dangereux et voilà, c'est tout de suite. Par contre, il faut que cette urgence-là nous fasse réfléchir à d'autres choses que jusqu'à maintenant, personne n'a jugé urgentes, hein, et pourtant qu'il faut bien traiter. Donc, ces choses-là, le CNT les traite et nous invitons chacun qui veut avancer, non pas dans la colère, mais dans la constructivité, hein, d'être constructif, de se rapprocher de nous, d'aller sur notre site, de voir ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses. À l'instant, je vous ai montré des livres, 4 volumes. Qui lit 4 volumes épais aujourd'hui pour se renseigner sur la Révolution française? Absolument personne. J'en ai conscience, mais il va falloir redonner justement le goût aux personnes d'y aller. Parce que c'est un des travaux importants qui a été fait, qui a été mené par nos surveillants, hein, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus le goût de s'informer, qu'on n'ait plus le goût de savoir. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dramatique qui pouvait nous arriver. Donc, il faut impérativement reprendre ce goût. Et le CNT, en tant que réinformateur, c'est son premier rôle, est à la disposition de chacun. Et moi, je voudrais rajouter à ce que tu viens de dire, Philippe, que je voudrais rappeler aux forces de l'ordre, ce qu'on appelle les forces de l'ordre, malheureusement, alors que ce devrait être les gardiens de la paix. Hein, ce sont des gens qui sont eux-mêmes membres du peuple. Ils font partie du peuple. Donc, ils subissent les mêmes mesures dictatoriales que le reste du peuple. Donc, c'est entre les mains de la gendarmerie, de la police et de l'armée qu'existe la possibilité de rétablir l'ordre républicain ou l'ordre démocratique, je dirais mieux l'ordre démocratique, qui a été bafoué depuis 2008 et qui a été bafoué encore plus il y a 2 jours. C'est entre vos mains, militaires, policiers et gendarmes. Voilà ce que je voulais dire pour compléter ton discours, Philippe. Merci. Oui, oui, toi, tu as raison de nous ramener vers le présent. Moi, j'ai une tendance à aller vers le passé, mais pas pour regretter quoi que ce soit, mais simplement pour éclairer le présent. Et je voudrais m'appuyer sur les travaux de Madame Valérie Bugeaud, qui est une personne éminemment bien placée pour comprendre tous les mécanismes qui sont en œuvre aujourd'hui. Voilà, elle a dit que l'Angleterre, est le modèle de tout ce que nous risquons d'avoir chez nous, de protection juridique uniquement destinée aux puissants. Alors qu'en France, jusqu'à traditionnellement, on avait quand même la possibilité de défendre les faibles. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc, on s'achemine vers des lendemains qui vont être tristes, sans parler des modifications physiologiques qui sont prévues au travers des vaccins notamment. Donc, oui, il faut absolument tirer les enseignements du passé, tirer les enseignements des exemples des pays voisins parfois, hein, qui ont vécu d'une certaine façon et qui vont nous envoyer leur modèle, pas pour notre bonheur. Voilà. Donc, il faut effectivement il y ait une autre évolution. J'ai pas envie de parler de révolution, hein. C'est quelque chose qui consiste à partir d'un point A et de revenir au point A. Ça, c'est la révolution. C'est un tour complet. Moi, je préfère l'évolution, c'est-à-dire monter déjà soi-même, déjà prendre conscience d'un certain nombre de choses, se dire qu'un tas de solutions ne sont à l'intérieur de nous. Alors, ça peut paraître un petit peu abstrait pour certains. C'est des sujets qui sont un petit peu plus longs à mettre en œuvre, mais vraiment, 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 travail sur soi, c'est quelque chose d'important. Il y a plein de gens qui peuvent aider tout le monde dans ces domaines-là. On en a sûrement chez nous. Et voilà. Et donc, dès l'instant où on a monté sa propre puissance individuelle, on est capable de devenir indestructible face à n'importe quel système politique tyrannique qui est dans le mensonge et le contraire de la vérité. Voilà. Et on en est arrivé dans la spirale évolutive depuis 2000 ans à une période où les conditions sont réunies. Il y a 200 ans, les conditions n'étaient pas toutes réunies parce qu'effectivement, le peuple n'était pas ni instruit ni informé. Actuellement, le peuple est instruit, tout au moins un minimum, parce que malgré tout, il existe quand même de la désinformation qui n'instruit pas suffisamment les gens, mais le peuple est quand même instruit, il est quand même informé. On a les leçons de l'histoire, on sait ce qui s'est passé au moment de la Révolution française, on sait ce qui s'est passé au moment de la Révolution russe, on sait ce qui s'est passé avec toutes les idéologies totalitaires, du nazisme au communisme, en passant par le maoïsme, etc. Donc on a l'opportunité aujourd'hui, maintenant, de pouvoir enfin changer les choses et de redonner enfin le pouvoir que le peuple n'a jamais eu dans toute l'histoire depuis 10 000 ans. Redonner et donner définitivement le pouvoir et la souveraineté à toute la population en toute indépendance et en évitant toutes ces oligarchies qui
au cours de l'histoire, ont toujours cherché à dominer d'une manière, je dirais, d'une manière psychopathe, comme le dirait Eric Fiorilde, la population pour leurs propres intérêts. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau dans l'histoire et qui peut changer complètement l'avenir non seulement de la France, mais de la planète tout entière. Absolument. Donc, il n'y a pas que le cas franco-français, hein. On est bien d'accord que la France a été désignée, en tout cas de l'avis d'Éric Fiorilde et d'un certain nombre de personnes qui lui ressemblaient, qui se sont réunies à l'époque. Elle a été désignée comme le point de départ le plus probable et le plus probant pour lancer cette évolution générale sur la planète. Parce qu'elle, justement, elle est le pays des droits de l'homme et qu'elle est reconnue pour ça partout. Donc voilà, donc on essaye d'être digne de ce projet. Voilà, donc il faut savoir aussi que la France libre, ça existe. C'est un gouvernement de la France libre qui n'est pas parallèle, hein. C'est un gouvernement qui est de fait et qui établit un certain nombre de choses auxquelles nous sommes attachés sur les libertés évidemment, mais sur la manière de travailler, sur la manière d'avancer, sur la manière de faire, et surtout, ce gouvernement, il est totalement légitime. Je rappelle les choses en termes de légitimité, puisque cette constitution s'est écroulée en 2008 et que de ce fait, du fait qu'il n'y a plus de constitution et simplement qu'il n'en reste plus, comme je le disais tout à l'heure, que la fameuse déclaration des droits de l'homme et des citoyens, le préambule de la constitution de 1946 et les différentes règles de 2004. Alors, il reste plus que ça. Donc, la légitimité, aujourd'hui, elle est faiblarde, elle est très faible sur tout ce qui concerne nos surveillants chefs. Alors, lorsque certaines personnes comme Asselineau, que tu citais tout à l'heure, parlent de délégitimation de notre surveillant chef, ils ne pensent pas à 2008. Ils pensent au fait qu'aux dernières élections, il y a eu une très faible participation et qu'ils n'ont obtenu de majorité, enfin, REM, la LR, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, le parti politique du président, a obtenu des chiffres ridicules. Donc, ce qui, dans l'esprit de M. Asselineau, devrait conduire logiquement et dans un esprit républicain, la personne à démissionner. C'est-à-dire que normalement, suite aux dernières élections, la meilleure chose que M. Macron aurait dû faire, c'était de partir en disant, ben, on est mal vu, on n'est pas majoritaire, donc on est bafoué par le peuple, on s'en va. Voilà. Au minimum, on fait un remaniement ministériel. On n'a rien vu de tout ça. Donc, c'est bien la démonstration que là, on a affaire à des personnes qui ne s'appuient plus sur le droit, à part celui peut-être des sociétés mafieuses, je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment éclairé dans ces domaines-là. Mais en tout cas, ils ont dit j'y suis, j'y reste, comme n'importe quel tyran moyen. Et ils se comportent désormais comme tels, en empilant des règles qui sont toutes plus illégales les unes que les autres, en empilant des idées qui sont toutes plus incompréhensibles les unes que les autres pour soi-disant le bonheur et la santé des Français. Et voilà. Et cet empilement-là va nous mener forcément vers un écroulement, puisque quand on met de briques et de brocs les choses les unes sur les autres, à un moment donné, ça s'écroule, hein, comme un château de cartes. Donc nous sommes là, en observateur, mais en observateur avisé, en observateur prêt à intervenir pour prendre un relais. Et ça, c'est le message d'espoir qu'on veut envoyer à toutes les personnes qui nous écoutent. Je sais que c'est loin d'être la majorité des Français, c'est dommage. Et ce message aussi, on l'envoie au corps constitué. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais on le redit maintenant. C'est par vous que passera l'essentiel de cette évolution à venir. Et après, vogue la galère. Nous ne sommes que la proposition, que la force de proposition. Nous ne sommes que les porteurs d'un outil qui a été inventé pour justement procéder à une évolution pacifique. Et nous ferons tout pour ça. C'est notre mission, c'est engagé là-dedans, en tout cas moi, et je pense que toutes les personnes présentes ici, et tout le CNP s'engagent à ça. Donc, venez nous rejoindre. On a besoin de personnes qui sont à la fois engagées, bien entendu, mais qui sont surtout lucides, qui sont prêtes à apprendre, qui sont prêtes à écouter, parce que c'est par là qu'il faut passer pour être, à un moment donné, réveillé, quoi. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'agiter, qui veulent absolument en découdre. Ça, c'est pas nous. Voilà. Et donc, on a aujourd'hui notre quota. On a des gens. Voilà. Et on sait très bien que le jeu dans lequel on est, il est contrariant pour celles et ceux qui nous surveillent, hein, de telle sorte que, bah, évidemment, on a déjà des personnels qui ont été retirés du circuit, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc, c'est bien la preuve qu'on dérange. Pourtant, on n'est pas des fous furieux. J'espère que la session de maintenant vous l'aura confirmé. On est des gens qui avons la tête sur les épaules, qui avons un petit peu de culture, suffisamment pour pouvoir avancer. Je pense que c'est pas compliqué d'avoir plus de culture que celles et ceux qui nous surveillent, car ils n'en ont aucune. Et c'est ça qui va les perdre, je pense. C'est leur inculture. Et le fait qu'ils obéissent simplement à des ordres qui sont simplement orientés par l'oligarchie, pour toujours plus d'argent, pour toujours plus de contraintes, pour toujours plus d'exploitation du genre humain. Voilà. Et ça, on n'en veut plus. Au Conseil national de transition, nous avons décidé de garder le sourire et surtout de continuer à œuvrer pour un monde meilleur. Notre prochain rendez-vous avec l'information, ce sera vendredi à 20h30. Merci Philippe, merci Bruno, merci à vous. Notre prochain rendez-vous, comme je vous l'ai dit, vendredi 20h30. Au revoir. Le Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr.